Eh bien, bonjour YouTube et merci de me rejoindre sur ce replay de la session Hobby Life qui a eu lieu la semaine du 8 avril 2024. Au programme qui est assez chargé sur cette session, on peut démarrer tout de suite avec l'ombre du Kraken, qui est un jeu de bluff, d'identité secrète. On incarne les marins d'un même navire, mais parmi ces marins se cachent également des pirates et un maître du culte qui va essayer aussi de remporter la partie à son compte. Ça se joue de 5 à 11 joueurs, c'est assez original pour le préciser. Je vous propose directement de voir une photographie de la partie que j'ai réalisée récemment, où on était justement juste 11. Au-delà des cartes de faction que vous pouvez voir devant, les multicolores, ça permet de déterminer dans quel camp vous êtes. On va essayer justement de faire arriver le bateau soit sur la côte des pirates si nous sommes pirates, soit sur la côte des marins à l'est si nous sommes marins. Et tout droit plein nord, il y a le spot du Kraken pour le maître du culte. Mais comment ça se passe concrètement? Quelques éléments du jeu ici sur la table. L'idée c'est qu'au-delà des cartes de faction qui vous permettent effectivement de savoir dans quel camp vous allez être, vous allez aussi avoir des cartes de personnages, dont le principal qui est le capitaine, c'est pour ça qu'il a un fond un peu différent. Et sinon, vous avez tout un lot d'autres personnages. Ces personnages-là, en fait, vous permettront à un moment donné dans la partie, parce qu'ils sont cachés au début, sauf le capitaine, qui se révèle de suite, de déclencher une espèce de compétence ou de pouvoir un peu pour influer sur le cours du jeu et peut-être faire un petit twist ou, je dirais, de renverser un peu la vapeur à un moment opportun. L'idée, c'est que tour par tour, comment ça va se dérouler? C'est que le capitaine va désigner des membres d'équipage qui vont l'assister justement pour la traversée, donc le lieutenant et le navigateur. Une fois qu'il a désigné ces personnes-là, le reste, enfin, l'équipage peut se générer une mutinerie. La mutinerie, ça sert à renverser le gouvernement, entre guillemets, ou en tout cas à changer de capitaine si toutefois la décision qu'il a prise de nommer ces deux personnes-là ne convienne à personne. Sachant qu'au niveau de la mise en place, je vous donne ici un exemple de mise en place quand on est 7 joueurs, pour voir un peu au niveau de l'équilibre. Donc là, par exemple, dans une partie à 7 joueurs, il y a 4 marins, il y a 2 pirates et il y a un maître du culte. Vous voyez les pistolets qui servent à la mutinerie, ils ne sont au nombre de 3, c'est-à-dire que c'est relativement peu, vu que la partie dure en moyenne 1 heure en fonction du nombre de joueurs, sachant que le plateau est recto verso. Si on joue à peu de joueurs, on aura la petite traversée, la grande traversée forcément à 11, là on était obligé de choisir ce côté-là du plateau, donc on s'embarque pour un peu plus d'1 heure. Une fois on a révélé, par exemple, si on fait la mutinerie, pour revenir là-dessus, tous les joueurs mettent leurs points, on révèle les mains ici, on peut mettre de 0 à le nombre de mousquets que nous avons à notre disposition. Si le nombre est comptabilisé, suffit à se mutiner, on change le capitaine. Si toutefois l'équipage est OK avec la nomination, ou en tout cas en début de partie, il n'y a pas trop de remous, sans mauvais jeu de mots, parce que les gens ne savent pas encore trop qui est qui et qui fait partie d'eux, sauf les pirates qui, eux, se reconnaissent dès le début de la partie de manière très secrète. Le lieutenant et le capitaine vont piocher 2 cartes dans le paquet des destinations. Donc ça, justement, ça sert à orienter le bateau. Donc soit vers la côte rouge des pirates, le jaune, c'est vers le Kraken, et le bleu, c'est vers la côte des pirates, des marins, pardon. Ils vont choisir donc chacun une carte qu'ils vont glisser dans le livre de bord du capitaine, qui est très stylé avec la feutrine au fond. Donc, et ils vont refermer le coffret. Donc, on va dire ils vont mettre 2 cartes. Voilà, ils ont chacun choisi une carte. Ils referment le coffret et il la passe au navigateur qui aura la lourde tâche de choisir la destination du bateau et il va donc défausser l'autre carte. Le capitaine fait alors la révélation de on part dans cette direction-là et les manches vont s'enchaîner sur ce rythme. Sachant que en plus de ces étapes-là, les cartes, une fois qu'elles auront été révélées, permettront de déclencher des effets, genre changer de capitaine, révéler des cartes pour essayer de deviner qui est qui. Et pour revenir ici sur la photo du plateau, qui est assez large, le bateau en voguant va marcher sur des tuiles, enfin marcher si on peut dire, atterrir sur des tuiles qui vont aussi déclencher des événements et des effets. Genre le capitaine pourra découvrir l'identité d'une personne, on va devoir justement officiellement demander à un autre de révéler la faction dont il ne fait pas partie, par exemple. Ça pourra commencer un peu à élaborer quelques théories. Et les dernières tuiles, qui sont les tuiles du Kraken, juste un peu avant la fin de la partie, vont avoir comme effet un peu twist ou cliffhanger de dire le capitaine doit désigner en son âme et conscience une personne qui va le devoir balancer par-dessus le bastingage à base de le Kraken nous attaque et pour calmer sa colère, il va bien falloir lui donner à manger. Et bah tiens, c'est toi qui vas y aller et bon courage et merci en tout cas de ton sacrifice. Maintenant, si par inadvertance, parce que ne connaissant pas l'identité de toutes les personnes, il vient à jeter par-dessus bord le maître du culte,
Et ben, c'est les cultistes qui gagnent instantanément. Et c'est ce qui s'est passé sur cette partie-là. Moi, à la base, j'étais marin. Et pendant la partie, avec les différents événements et effets que je vous ai parlé, eh ben, le maître du culte peut contaminer ou convertir d'autres personnes dans le bateau. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'avait rallié à sa cause. Et au moment où on arrive sur la tuile du Kraken, j'ai tenté le coup de bluff à base de mais vas-y, balance-lui, tu verras, ça va bien se passer, tout ça. Le capitaine m'a fait confiance et au moment où il a dit bah vas-y, Manu, c'est toi qui passe par-dessus bord, bah, du coup, les cultistes se sont frisés les moustaches à base de on a gagné de manière un peu prématurée, mais en tout cas, bon choix pour le capitaine. Donc ça fait partie des événements qui peuvent se passer dans l'ombre du Kraken. C'est voilà, le changement de camp qui rabat un peu les cartes et surtout sur le début de partie comme on va dire ma posture et mon témoignage attestaient le fait que j'avais l'air effectivement d'être gentil, d'être marin, les gens ne se sont pas méfiés en fin de partie quand j'ai proposé de balancer le maître du cul par-dessus bord. Donc c'était assez intéressant et très agréable de réussir à bluffer aussi facilement. Voilà, voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'ombre du Kraken, donc qui sort effectivement sur la fin avril, si je dis pas de bêtises, le 26 pour ceux qui suivent cette vidéo dès sa sortie. On enchaîne directement avec la forêt de Savernake qui sort à la même date. La forêt de Savernake qui est un jeu beaucoup plus familial et tranquille. L'objectif de cette partie, pendant que j'attrape mon plateau, va être de créer un écosystème, de faire en sorte que l'harmonie se passe dans la forêt que nous allons développer au fil du jeu. Sachant que pour le petit point culture, la forêt de Savernake existe en Angleterre, où il y a le plus vieux chêne du pays, où je m'étais renseigné un peu avant. Et du coup, voilà, vous pourrez emporter cette information très pertinente et faire le malin à votre prochain dîner avec plein d'invités. Toujours est-il que, comment ça se passe la forêt de Savernake? On va démarrer avec un animal assez aléatoire et on va devoir justement développer notre forêt. Je vous montre l'exemple ici de cet animal-là, de ce castor. Alors si la mise au point va bien se faire, merci la régie. Les informations que vous avez besoin de savoir, c'est que la feuille rouge, les 2 points, c'est 2 points de victoire que cet animal fera à la fin de la partie. Le 2 sous les cailloux, c'est sa portée, c'est-à-dire le nombre d'ingrédients qu'il va pouvoir aller attraper depuis son terrier. Il va marquer des points sur les framboises, 2, pas sur les verres ni sur les œufs, et il va marquer aussi 2 points par gland. Ça, c'est un peu les caractéristiques ou la carte d'identité de chaque animal, qui sont tous différents. Là, la partie, on va dire, je l'avais déjà un peu commencé. J'ai commencé à lui mettre quelques ingrédients devant le nez. Et la mécanique du jeu, c'est que chacun son tour, donc ça se joue de 2 à 4. Si on joue à 4, chacun prendra une tuile. On va choisir parmi les tuiles restantes. Imaginons si je prends cette première tuile que j'intègre à ma forêt, je pourrais récupérer le jeton premier joueur, qui est le pion du coq. Si je prends cette tuile que j'intègre dans ma forêt, je vais récupérer une goutte, et cette goutte est un multiplicateur supplémentaire qui me permettra, par exemple, si je le mets sur les framboises, de passer de 2 à 3 points par framboise. Là, vu le début de ma piste, je vais plutôt rajouter un point en multiplicateur sur les glands, comme ça me permettra d'avoir un peu plus de points. Les pierres, ça sert justement à augmenter la portée, donc ça peut être intéressant parce que jusque-là, je n'attrapais pas la framboise parce qu'elle était à 3 de portée au niveau des ingrédients, et là, du coup, c'est possible si je ramasse cette huile-là. Et la dernière, c'est de rajouter un animal. La partie se terminera quand on aura joué donc à 3 ou 4 jusqu'à 16 tuiles, donc en 4 par 4. Donc il va falloir justement, alors au début on a forcément de la place, mais après il va falloir bien optimiser les chemins parce qu'on ne peut pas faire déjà en sorte que 2 animaux empruntent le même sentier parce que sinon ils se tapent dessus et personne ne mange rien. Et pour vous donner un exemple d'un autre animal, ici on a ce trop mignon hérisson qui lui à la base fait 3 points de victoire si le zoom veut bien. Voilà, parfait. Mais il fait 3 points de victoire, il score sur toutes les ressources, donc 2 points par framboise, 2 points par gland, 1 point par verre et par œuf, et la mise au point est repartie en vrille. Allô, allô, voilà. Par contre, comme vous l'avez pu le constater en gros plan sur cet écran, il n'a pas de portée au début de la partie, il fait 0. Donc il va falloir aider notre petit hérisson à progresser le long de son chemin afin de récupérer ses victuailles pour subsister pour l'hiver. C'est pas plus difficile que ça, chacun joue sur sa forêt et à la fin, on va scorer justement en fonction de tous les chemins qu'on aura, mis en place, en fonction des critères de nos animaux pour essayer justement d'harmoniser un peu, toute cette forêt et faire en sorte que les animaux ne se marchent pas en tout cas dessus sur les mêmes sentiers. Voilà pour la forêt de Savernake et comme je le précisais, c'est de 3 à 4 joueurs pour le 4 par 4, mais c'est parce qu'en fait, on peut jouer à partir de 2, mais là, on fait un 4 par 8, donc la partie est un peu plus longue, mais à 2 joueurs, au moins, il y a plus de possibilités sur ce format. Nous enchaînons avec Dragardien, qui est aussi un jeu très familial.
Donc un nouveau jeu de Menzel qui effectivement, après les Andorre, Robin des Bois, Shada et Thor, Schombourg et ainsi de suite, nous propose Dragardien dans le même univers médiéval fantastique, où là nous sommes des gardiens de dragonnets trop mignons aussi, mais qui pèsent déjà un peu, mais on va leur apprendre un peu les bonnes manières d'une certaine manière. Euh, c'est le plus familial, je pense, de tous les titres que j'ai cités juste avant, parce que là, il s'agit simplement d'un jeu de collection où on va essayer de récupérer les dragons qui nous intéressent afin de scorer de diverses manières. Hop, le temps de passer le plateau, ici. Donc, dans Dragardien, il y a un système où il y a un grimoire qui est ouvert avec des pages de droite et des pages de gauche. Nous, au début, on démarre avec quelques dragons en main. Là, j'en ai déjà plein. On va dire que la partie est un peu avancée. Et le principe, ça va être quand c'est mon tour, je peux faire jusqu'à piocher 3 dragons parmi ceux présents sur la piste d'entraînement. Donc, imaginons, je prends ce dragon blanc qui ressemble un peu à une chèvre. Je renouvelle du coup la pioche. Là, finalement, je vais continuer. Je vais prendre le rouge ici. Je renouvelle ici. Et mon dernier dragon, par exemple, je vais prendre un bleu. Comme ça, je fais un peu toutes les couleurs. Et à chaque fois, on va retourner les cartes en fonction. Alors, on a 2 dragons verts qui se sont révélés. Et ils ont effectivement beaucoup d'illustrations différentes. Donc, ça, c'est aussi très agréable au niveau du plaisir de découvrir la posture de tous ces dragons. Une fois que j'ai fini de piocher de 1 ou 3, de 1 jusqu'à 3 cartes, il y a une condition en haut sur le grimoire du coup qui a changé au fur et à mesure que j'ai pioché les cartes, qui là par exemple m'impose de dire si je joue 2 dragons bleus, ça me permet de récupérer comme récompense un morceau d'amulette de la plus petite valeur et un dragon noir qui est une carte joker. Après je l'intégrerai dans ma main et ça, elle servira de carte de toutes les couleurs que je souhaite. Donc là si la condition me va bien, je peux dire ok je joue 2 dragons bleus et je fais une première colonne de dragons bleus. Ça me permet de récupérer ce morceau d'amulette, voilà, que je place devant moi, et je récupère une carte dragon noir. Ça, c'est dans cette éventualité-là. Toutefois, pendant que c'est mon tour aussi, si je ne veux pas cette condition, par exemple, j'ai pas de dragon bleu en main, ou le fait de récupérer une amulette de petite valeur et le dragon Joker, ça ne m'intéresse pas. Je peux changer la condition et par exemple dire, eh ben ça m'intéresse pas en fait de récupérer ça. Du coup, je vais faire en sorte que ce soit les dragons blancs, donc je peux remplacer la carte sur le côté droit et je peux aussi remplacer la carte sur le côté gauche et dire, par exemple, alors je regarde un petit peu mon jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc j'ai la rigueur, je vais faire en sorte que si je joue 5 dragons blancs, je récupère l'amulette de la plus grande valeur, c'est là où il y a la couronne. Donc là, du coup, ça me permet de jouer mes dragons blancs ici, hop, 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 voilà, je prends la pile, et je joue mes 5 dragons blancs, hop, ici, là, bon, je fais un petit paquet, et du coup, ça me permet de récupérer la plus grande amulette qui vaut 20. Il y a plein de façons de scorer voilà, dans ce jeu. Donc là, si j'arrive à récupérer 3 morceaux d'amulette, ça me permet de constituer justement l'amulette au global. Les premiers joueurs pourront récupérer les pierres rouges qui valent plus de points. Donc il y a toujours une petite course aussi. Les pierres bleues valent un peu moins de points. Et au cumul de tous les joueurs, dès que 7 amulettes auront été faites, au global, la partie s'arrêtera. Il y a aussi des combinaisons pour récupérer des œufs. Pareil, le joueur qui aura le plus d'œufs à la fin pourra retourner un de ses œufs qui vaudra 16 points au lieu de 4. Les gemmes bleues, c'est pour piocher des cartes supplémentaires, ou dans la variante un peu plus expérimentée, de réaliser des actions supplémentaires. Ça, c'est quand on a commencé déjà un petit peu à jouer au jeu, on peut augmenter un peu le level. Dernière petite info à savoir, un peu en termes de twist, c'est que là, tant que je joue sur 2 colonnes, tout va bien. Mais dès que je vais ouvrir une troisième couleur, donc on va pousser le dragon noir, et si je commence à jouer rouge, et bien là, ce qui va se passer, c'est que la colonne centrale devient inutilisable, on ne peut jouer que sur les extérieurs. Si j'avais forcément placé les rouges de l'autre côté, c'était les bleus qui étaient inaccessibles. C'est-à-dire qu'à partir de là, je ne peux plus jouer blanc. Et pareil, quand je vais ouvrir ma quatrième couleur, bah, je ne pourrai plus jouer mes 2 colonnes centrales. Donc ça peut être assez pénalisant en début de partie parce que du coup, là, imaginons si je ne pouvais plus jouer vert et que à la pioche, il n'y a que des verts, du coup, je vais avoir plein de cartes mortes en main. Même si je peux les utiliser pour remplacer sur le grimoire au-dessus, ça peut vite être problématique. Mais par contre, le premier joueur qui qui joue ces 4 couleurs, il va récupérer le blason des 16 points. Et les autres joueurs, ils récupéreront moins de points s'ils ouvrent aussi 4 couleurs. Donc il y a toujours cette notion un peu de course pour essayer de récupérer avant les autres différentes façons de marquer des points avec les systèmes des amulettes. Forcément, si on prend les plus grosses valeurs dès le début, après, forcément, ça diminue en termes de récompense. Donc voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois, mais on peut essayer justement d'optimiser un peu tout ça.
vous savez à peu près tout pour Drap Gardien, pour pouvoir y jouer dès maintenant. Voilà, donc très accessible et familial de ce côté-là, pareil de 2 à 4 joueurs comme le jeu précédent. Et il y a une variante justement pour aller un peu plus loin dans l'expérience avec voilà, des actions supplémentaires et des effets différents. Le dernier jeu que j'avais à vous présenter aujourd'hui, pendant que je range Drap Gardien sans tout renverser, c'est Bambou. Bambou qui est le dernier expert de la gamme qui, comme Dragardien, sortent vers la mi-mai. Petit point information sur ce titre-là. Bon, à titre perso, vous commencez à savoir, ça fait partie des jeux que j'apprécie particulièrement, mais d'autant plus, et alors je dis un peu la gamme dans le sens où il arrive après Cathédrale Rouge et Château Blanc, qui fait partie de la gamme des jeux de chez Devir, dans ce format de jeu expert un peu condensé, aussi bien au niveau du format de la boîte que au niveau du temps, ou en tout cas de l'investissement pour faire une partie. Les parties durent en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie sur les jeux que je viens de vous citer, dont Bambou. Et aussi au niveau du tarif. Ça, c'est important aussi pour vos clients, c'est que ça permet d'avoir une expérience de jeu riche et intéressante sur un niveau de joueur averti et expert. Pour autant, en maîtrisant un peu tous ces paramètres-là, sachant qu'on entend souvent effectivement en termes d'instantanéité de besoin de jeu, de pouvoir faire une mise en place assez rapide et en tout cas d'expliquer les règles à nos amis sans que ça nous prenne la moitié de la soirée. Donc ça fait vraiment partie des points importants et vraiment à mettre en avant sur ce que peut proposer cette gamme-là, dont Bambou maintenant. Concrètement, le jeu, comment il va se passer? L'histoire de Bambou, déjà dans un premier temps, donc ça, c'est un plateau individuel qui représente notre foyer. Parce que l'objectif du jeu, ça va être de faire prospérer notre famille et de la rendre heureuse. Parce que dans ce jeu, on marque des points de bonheur. Nous ne marquons pas que simplement de piètres points de victoire. Ce sont des points de bonheur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans Bambou. De rendre notre famille heureuse en agrémentant un peu le confort du quotidien, en développant justement, je dirais, tous les éléments dans notre intérieur pour que voilà, notre famille puisse être de mieux en mieux installée. Plusieurs choses à savoir dans Bambou, c'est que c'est un jeu qui se passera sur 4 saisons. Donc ça, c'est le plateau général. Et là, j'ai glissé le plateau individuel pour qu'il intègre l'écran. Mais chacun a bien son plateau foyer qui représente sa famille. Donc, 4 saisons de 4 années, sachant que 80-90% du jeu va se passer en été. Le printemps, c'est simplement, on va récupérer un nouveau bâton d'encens, donc il était ici, voilà. Ça me permet d'augmenter le nombre d'actions que je vais pouvoir faire, parce que les bâtons d'encens représentent le nombre d'actions qu'on pourra faire sur la manche. Sachant que sur 4 années, à chaque fois, on en récupère un, forcément, la dernière manche, on fait plus d'actions. Et on va avoir un start un peu asymétrique. Donc, le premier joueur va choisir parmi les tuiles, donc il pourra gagner 2 pièces, ou un jeton nourriture, ou une action gratuite. Le deuxième joueur choisira ce qui reste, et ainsi de suite. À chaque année, ça va changer, ça va tourner. Mais du coup, ça permet d'avoir un petit start, voilà, un petit boost pour démarrer, mais de manière asymétrique. Après, nous arrivons en été, et comme je disais, c'est là que vont se passer, on va dire, les 3 quarts du jeu, si c'est pas plus. Comment on va réaliser nos actions dans Bambou? Il faut bien comprendre, il y a 2 zones. Là, c'est la bambouserie qui est commune et on a des bambous qu'on va récupérer. Au début, on en a plus, mais là, volontairement, j'en ai mis qu'un pour expliquer. Ça, c'est la mécanique d'action et le cœur du jeu va se passer ici. Le cœur du jeu, d'un point de vue scoring, se passe ici sur les tuiles, ici dans la face du haut. Ça sera les actions d'équilibre et d'aménagement qui vont justement faire découler un peu la manière dont on va avoir de scorer. Sur la mécanique d'action, c'est quoi? Je vais prendre mon curseur, on est obligé de changer à chaque tour, et je vais aller rendre visite, ou en tout cas rendre hommage, au temple vert, parce que c'est la couleur, et j'ai qu'un seul bambou, donc je ne pourrai faire que l'action de ce bambou-là. Là, c'est comme c'est un joker, vu que c'est l'étoile, je ferai l'action que je souhaite. Toujours est-il que je vais rendre hommage au temple vert, je prends le bambou, je réalise l'action de mon choix ou de mon souhait, j'ai fait un mix, et je vais le replacer ici, dans la bambouserie, et je vais pousser le bambou et récupérer le bâton qui émerge, que je coupe, et que je vais replacer dans mon plateau individuel en fonction de sa couleur. Et donc après, c'est à quelqu'un d'autre de jouer. Quand ça sera mon tour, bah là, forcément, comme j'ai toujours qu'un bambou, je vais aller visiter ce temple-là. Je vais faire ici rendre hommage au temple violet. Je vais faire l'action ici qui est indiquée. Donc là, c'est gagner 2 pièces sur celui-là. Je vais le placer dans ma bambouserie et je vais récupérer par exemple celui-là. Ça, c'est le cœur du jeu sur comment on va faire nos actions dans bambou, dans cette bambouserie qui est commune et justement cycler un peu les bambous chez moi. Ça veut dire que
À un moment donné, je pourrais avoir plusieurs bleus, parce que quand on démarre la partie, on en a plus. Là j'en ai mis un seul pour l'exemple, pour la mécanique. Mais sinon, si par exemple je viens ici et que j'ai 3 bambous, je devrais utiliser tous les bâtons qui me restent. Si j'en ai 3, ben, je mettrai 3. Si j'en ai que 2, j'en mettrai que 2, mais je ne pourrai choisir que 2 actions parmi mes 3 bambous. Donc tout ça, ça va vraiment découler du nombre d'actions et en tout cas de quel temple à quel temple je vais rendre entre guillemets hommage à l'esprit. Sachant que je fais une petite digression sur la phase d'automne pour cette partie, c'est que à la fin de l'été, tous les joueurs auront alimenté ici leur bâton d'encens, donc il y aura plusieurs couleurs, là c'est que moi, et on va juste checker les majorités. Si je suis majoritaire dans le temple vert, ben, c'est moi qui vais récupérer le portrait de l'esprit et qui me permettra d'avoir une action supplémentaire sur sur les manches suivantes. Donc il y a une tension et une espèce de guerre de majorité dans chacun des temples, parce que forcément des actions bonus, tout le monde en a envie, surtout pour les manches d'après. Sachant que en cas d'égalité, c'est celui qui a placé son dernier bâton d'encens sur le temple en question qui va le remporter. Donc du coup, il y a aussi stratégiquement l'idée des fois de jouer une action à la fois plutôt que tout claquer d'un coup dans un temple. Alors ça nous assure un peu la majorité, peut-être, mais ça donne un peu trop d'infos aux autres pour de pouvoir se positionner ailleurs. Donc du coup, il y a aussi vraiment un choix tactique dans la gestion de la majorité des temples. Mais c'est juste ça l'automne, c'est juste on check les majorités, on récupère les portraits. Pour revenir sur mon été. L'été, donc au-delà de faire la mécanique d'action, les actions qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer 2 pièces, récupérer un jeton nourriture qui est là où j'ai caché le plateau, mais ce sont juste des jetons à récupérer, parce qu'il va falloir après, et là je refais une digression, pendant l'hiver, il va falloir nourrir son foyer parce qu'il fait froid, et c'est ces jetons nourriture qui vont nous y aider. Mais comment on va devoir nourrir sa famille? Et c'est là qu'on arrive sur la dernière étape du jeu, c'est les actions qui permettent de scorer. C'est ces deux actions ici, l'équilibre et l'aménagement, comme je disais. Quand je fais l'action ici d'ajouter à mon foyer des éléments de décoration ou de confort ou de jardin, je vais faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez un peu mieux voir ce qui se passe. Attendez, hop, c'est dans l'autre sens, et on baisse. Non, c'est bon, pardon, je suis à l'envers. Hop, je remonte à fond. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc ici, imaginons, j'achète en dépensant les pièces que j'ai accumulées dans mes précédentes actions, ça me donne tout de suite 2 points de bonheur et je vais placer ça dans ma maison. On va dire ici. J'achète aussi à un autre moment, donc là je le fais en accéléré, cette tuile ici, et je la place ici dans mon foyer. Je ne l'ai pas fait de manière complètement aléatoire parce que ça, les actions ici, ça sert à alimenter les tuiles dans son foyer. Ici, les actions équilibre, ce sont des conditions justement pour réaliser des points de victoire en fonction de certains critères. Ces tuiles, on peut les réserver en amont jusqu'à pouvoir justement les valider d'une certaine manière. Donc là, par exemple, cette tuile ici, sachant que dans mon foyer, déjà je vous fais un petit préambule là-dessus, c'est qu'il y a un côté un peu feng shui, un peu équilibre, voilà, des énergies. Je vais revenir ici pour discuter avec vous. C'est que du coup, il faut équilibrer son plateau sur la partie droite et la partie gauche. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, alors, il y a une colonne centrale qui, elle, du coup, ne rentre pas dans le calcul. Mais ici, par exemple, cette tuile que j'ai ramassée, elle m'impose quoi comme contrainte? Elle m'impose de placer une tuile jardin et une tuile esprit sur le côté droit de ma maison. C'est pour ça qu'il y a des petites flèches sur la droite. Je ne l'ai pas fait de manière complètement stupide parce que j'ai bien placé une tuile jardin et une tuile esprit dans l'ordre voilà, de ce qui était demandé. Ça me permet de valider cette condition-là et de faire 3 points de bonheur. Parfait. J'ai anticipé aussi, parce qu'on peut réserver justement quelques tuiles, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça permet quand même de réserver celle qui nous intéresse. Cette tuile ici qui vaut 6, donc c'est beaucoup dans la partie, mais c'est pour ça qu'elle a en termes de contraintes un peu plus de difficulté. Attention le zoom, voilà merci. Donc elle m'impose de jouer 5 tuiles en ligne, dont 2 jardins positionnés en 3 et en 4. Encore une fois, je ne l'ai pas fait de manière stupide, c'est que j'ai réservé celle-là, c'est que comme je savais que j'allais placer un jardin en tuile 4, après j'aurais plus qu'à placer un jardin en tuile 3 et 2 tuiles random ici en 1 et en 2, ça me permettra de valider cette condition. C'est sûr que ce n'est pas pour tout de suite, mais je l'anticipe dans on va dire un peu la construction et l'aménagement de mon foyer. Et ça va être ça un peu le cœur du jeu justement en termes de scoring, c'est d'anticiper les tuiles équilibre que je vais ramasser pour les mettre soit de côté ou soit les valider assez rapidement en fonction du développement que je vais avoir de ma maison. Parce que les tuiles qu'on aura placées ici, les tuiles de confort, elles ne bougeront pas jusqu'à la fin de la partie. Et c'est ça que je vais devoir payer à chaque hiver. Là, imaginons l'été se termine et en tout cas cette année se termine, je devrais payer 2 jetons nourriture parce que j'ai 2 tuiles en place. Là, sur la dernière partie que j'ai faite, à la fin, j'en avais 9 des tuiles. Donc, du coup, à la fin au dernier hiver, il fallait que je paye 9 jetons de nourriture pour avoir une petite idée de l'évolution du plateau.
Et je vous dirais bien que vous savez déjà tout. Et pour ça, quand je parlais en fait d'accessibilité assez rapide, c'est que là, pour expliquer les règles, bah, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Par contre, effectivement, en termes de réflexion, de profondeur de jeu et de choix tactique, il y a quand même de quoi faire entre la mécanique d'action de choisir quel bambou on va récupérer pour les couleurs sur lesquelles on va se battre pour les temples, de placer nos bâtons d'encens et quelles actions que je vais avoir besoin pour anticiper le fait d'acheter telle ou telle tuile. Sachant que ça se renouvelle au niveau aussi bien sur l'étude de ce côté-ci que celle de ce côté-là. Et après, justement, d'organiser au mieux une espèce de séquence pour valider d'avance ou en anticipation certaines conditions pour scorer au maximum. Dans un univers voilà, très feng shui, très équilibre, spiritualité, on adore ce thème. Enfin, moi, à titre perso, j'adore. Après, vous me direz dans les commentaires si vous aimez aussi ce thème-là. Mais voilà un peu pour Bambou et pour la session donc, de ce début avril 2024. Les jeux que j'avais à vous proposer, à vous présenter, qui sortent d'ici la fin du mois et pour la mi-mai pour les autres. En tout cas, je vous remercie de me suivre régulièrement et je vous donne rendez-vous à très bientôt en live, en direct et sinon dans ces replays. Merci à vous, bonne journée, au revoir.